Wow, on a vraiment une belle crowd ce soir. Fantastique. Bienvenue à tous et à toutes présentes ici ce soir pour la 10e édition annuelle de la soirée dédiée au cancer de la prostate. C'est fantastique de se revoir, parce que c'est une bonne nouvelle en soi, on se le dit. On est tous encore là. Je vais ici m'arrêter pour souligner la contribution exceptionnelle de M. Claude Chicoine, qui malheureusement n'est pas ici ce soir, et du Dr Saad, qui sont les instigateurs du groupe de soutien du cancer de la prostate. Ça a débuté en 1998, si je ne me trompe pas, et qui, grâce à leur engagement, à leur implication, nous permettent de vous faire bénéficier de cette soirée. Ah, c'est parce qu'il est juste là. OK, je vais tasser ça ici. Mais c'est cela. Donc, mon nom est Luc Meillard, je suis patient bénévole pour le groupe de soutien. J'ai le plaisir de faire, comment je pourrais vous expliquer? On a des services, et moi, le service que j'offre, c'est un service téléphonique. Donc, des patients qui aimeraient partager leur expérience, je partage mon expérience. C'est un peu mon rôle avec le groupe de soutien, et c'est un peu un groupe d'entraide, finalement. Donc, mon nom est Luc Meillard, je suis patient bénévole pour le groupe de soutien. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté d'animer cette soirée. À ce stade-ci de la soirée, j'aimerais ici partager quelques mots avec vous sur le groupe de soutien. Notre mission, accompagner les personnes atteintes et leurs proches tout au long du parcours de soins, promouvoir la recherche et arriver à éviver l'espoir. Notre mission s'inscrit avec le respect de votre personnalité, tout en prenant en compte le fait que votre chemin de vie vous appartient en toute exclusivité. Nos activités, soutien téléphonique, comme j'en parlais, là où vous êtes, selon votre disponibilité et en toute confidentialité. Soutien personnalisé, sur rendez-vous, discussion privée avec une personne qui est passée par là où vous êtes passé et qui a vécu, oui, actuellement, toute la gamme d'inquiétudes associées à votre parcours de soins et leurs effets secondaires. Atelier d'information, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est le point sur lequel insister. Atelier d'information et de discussion avec un médecin spécialisé. On fait ça une fois par mois, malgré les mois d'été, qu'on vous laisse un peu plus mais tenu mensuellement via la plateforme Zoom. Donc, on a Dr Saad, on a Dr Lambert, Dr Amilou qui se font, comment je peux dire, qui prêtent, malgré leur engagement, leur temps, vraiment, l'implication, c'est fantastique. Il faut que je le dise parce que c'est en dehors des heures, c'est autour de 4 heures, 4h30, on fait ça jusqu'à 6 heures, 6h30 des fois. Donc, je dois les féliciter. Et finalement, les conférences annuelles, quand on en vit une ce soir, donc ça fait partie un peu de nos services. Donc, vous avez ici, vous avez l'adresse courriel, vous avez le numéro de téléphone. Je vais remettre la slide à la toute fin, donc vous pouvez prendre des informations. Ici, on arrive à un témoignage, un de nos confrères, Jean-Marc Fioré, qui a passé par toute une gamme d'émotions. On a un témoignage de Jean-Marc. Et Jean-Marc, j'ai la chance de le côtoyer régulièrement. C'est avec une grande fierté que je vous présente son témoignage et qui nous apporte, j'espère, en fait, je le crois, beaucoup d'espoir. Ma vie a basculé en 2018 à 54 ans lors d'une visite de routine avec mon neurologue. J'étais suivi car mon père avait déjà eu un cancer de la prostate autour de 70 ans. Je suis arrivé dans son bureau, il m'a dit: «Oh, ton APS est à 10. On va faire un test, un deuxième test pour confirmer le tout.» Et le deuxième était rendu à 15. Petit drapeau rouge s'est levé. De toute évidence, il y avait un problème. Il m'envoie passer donc une biopsie. Et là, le diagnostic tombe. Vous avez un cancer de la prostate. Donc, mon neurologue me propose deux options, la chirurgie ou la radiothérapie. Parallèlement, il m'envoie passer des scans. C'était écrit urgent sur le formulaire. Ça présageait rien de bon. Et là, le verdict tombe. Vous avez un cancer avancé, métastatique. Là, je m'étais donné une mission, la mission d'avoir le meilleur diagnostic pour avoir le meilleur traitement. Fait que le radio-oncologue de Cité de la Santé à l'époque, au début, me parle d'une collègue
au CHUM, qui utilise un autre outil, un nouvel outil de diagnostic, le TEP-PSMA, qui fait partie d'un nouveau protocole de recherche qui s'avérait une bonne option pour moi. Alors, j'ai été rapidement pris en charge par le CHUM, Dr Perrotte et Dr Ménard. Ils m'ont fait passer le TEP-PSMA et rapidement par la suite, on m'a mis sur l'hormonothérapie pour arrêter la progression de la maladie. Ensuite, après les discussions avec les médecins, on a soumis mon cas au Tumor Board. C'est un groupe de médecins en cancérologie qui se rencontrent de façon hebdomadaire pour discuter des cas un peu plus complexes. Et le résultat de ça, c'est qu'on m'a proposé un autre programme de recherche qui consiste à de la chimiothérapie et successivement avec de la radiothérapie. Un genre de traitement en choc. La chimiothérapie, là, le mot, ça fait peur, hein? On pense tout de suite que c'est le début de la fin. Mais dans mon cas, la chimiothérapie combinée avec les autres traitements radio et hormonaux a été très bénéfique parce que après ces traitements-là, le cancer avait régressé et, euh, et même à certains endroits complètement disparu. Un élément important dans mon parcours de soins. Pendant mes traitements, j'ai toujours voulu me garder en forme. J'ai toujours insisté pour faire de l'exercice, notamment avec le kinésiologue de la Fondation Virage, là. Et ça m'a énormément aidé à passer à travers les traitements et surtout à bien récupérer. Autre élément important dans mon parcours, c'était les rencontres avec le groupe de soutien du cancer de la prostate. Donc, les rencontres avec les médecins, mais surtout les interactions avec les autres patients m'ont donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Ça a été vraiment déterminant dans mon parcours. Aujourd'hui, grâce à la recherche, 7 ans après mon diagnostic initial, je vais très bien. Je suis très actif, je travaille encore et je profite de la vie. Ce que je dirais à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a le cancer de la prostate, on n'est jamais prêt à recevoir un diagnostic de cancer, mais grâce à la recherche, il y a de l'espoir. J'en suis la preuve vivante. Merci. Jean-Marc est avec nous ce soir, donc bravo Jean-Marc. Merci. On le fait tous avec toi. Maintenant, on passe le flambeau au docteur Saad. Je vais vous lire, si vous me permettez, prendre quelques minutes pour lire le parcours du docteur Saad. Docteur Saad est professeur titulaire, directeur du département de chirurgie et titulaire de la chaire Raymond Gardeau en cancer de la prostate à l'Université de Montréal. Il est urologue oncologue au CHUM et dirige l'équipe de recherche en cancer de la prostate à l'ICM et du CRCHUM. Il a occupé plusieurs postes de direction, tels la présidence des associations canadiennes et québécoises d'urologie et la section génito-urinaire de l'Institut national du cancer. Il a siégé sur plus de 30 comités de direction, d'études cliniques et co-auteur de plusieurs études qui ont profondément changé la pratique en cancer de la prostate. Avec plus de 1000 publications à son actif, plus de 150 000 citations, il fait partie des scientifiques les plus cités au monde. Donc, M. Camus va se retourner dans sa tombe, finalement. Récipiendaire de plusieurs honneurs, incluant le prix de carrière des associations des urologues du Québec, Canada et américaine. Pour ses contributions, il a été nommé Fellow de l'Académie canadienne de sciences de la santé, chevalier de l'Ordre national du Québec. À vous, Dr. Saad. Merci, M. Meilleur. J'espérais qu'on n'allait pas prendre 10 minutes pour me présenter pour que je puisse avoir du temps pour présenter le sujet d'actualité. Alors, merci beaucoup et j'aimerais remercier tout le groupe de soutien pour toute l'organisation, beaucoup d'aide de Virage, beaucoup d'aide du CHUM, qui sont tous essentiels, et l'Institut de cancer de Montréal, qui est vraiment la fondation qui permet de faire de la recherche. On reçoit des
des fonds, des organismes subventionnaires, mais je vais vous dire, c'est les dons qui font le plus de différence. Et si vous regardez une université comme Harvard, qui a une fondation de 500 milliards de dollars, c'est pas pour rien qu'ils sont premiers au monde en productivité et en recherche. Alors, juste un petit à côté. Alors, en très peu de temps, c'est sûr que je ne pourrais pas résumer tout ce qu'il y a qu'on pourrait discuter sur la prévention, diagnostic et traitement du cancer de la prostate. C'était prétentieux comme titre, mais c'est des grandes lignes et il existe beaucoup d'endroits qu'on peut chercher plus d'informations et vos médecins de famille, vos spécialistes peuvent certainement vous aider à cheminer avec cette maladie. Et n'oubliez pas le groupe de soutien qui ont vécu cette maladie et qui peuvent grandement vous aider. Alors, je commence toujours par mettre les choses en contexte, parce que tout le monde sait que le cancer du sein, pour les femmes, est le cancer le plus souvent diagnostiqué, mais le cancer de la prostate est quasiment l'équivalent chez l'homme. C'est le cancer de loin le plus diagnostiqué au Canada et ça demeure le troisième cause de décès par cancer chez les hommes. On a perdu notre place de deuxième rang et je suis très fier de ça et j'aimerais ça qu'on soit en dernier rang comme cause de mortalité. Alors, on est tombé du deuxième à troisième place. Alors, maintenant, c'est le colorectal qui est en deuxième place. Et j'aime croire que peut-être on a fait une meilleure recherche pour garder les gens en vie plus longtemps que le cancer colorectal, mais on ne commencerait pas des débats ici sur nos progrès. Malheureusement, un homme sur 8 va avoir un diagnostic dans sa vie et un homme sur 28 va en mourir. Quand on dit cancer de la prostate, il faut réaliser que ce n'est pas une seule entité. Il y a plusieurs visages. À partir du diagnostic d'un cancer qui est localisé et des fois tellement petit, tellement de faible agressivité, on ne traitera même pas et que les chances de mourir de ce cancer-là est infiniment petit. Et après ça, on a l'autre extrémité, et c'est là Dr. Amilou, qui travaille étroitement en clinique, mais en recherche, va vous parler des cancers plus avancés, qui malheureusement est la raison que les hommes meurent du cancer de la prostate. C'est quand le cancer résiste aux hormones et ne répond plus au traitement. Alors, c'est vraiment une gamme de maladies et il faut, quand vous avez un diagnostic, poser des questions. Où je me trouve dans cette trajectoire d'une maladie qui a plusieurs visages, mais qui peut aussi évoluer dans le temps d'une maladie plutôt localisée vers une maladie plus avancée. On se fait toujours demander qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un cancer de la prostate. Je veux, comme premier message, c'est d'arrêter de culpabiliser. Vous n'avez rien fait pour mériter le cancer de la prostate. Le cancer du poumon, malheureusement, vous avez peut-être fait quelque chose pour le mériter. Okay? Mais le cancer de la prostate, il n'y a rien que vous avez fait pour la causer, mais il y a certains facteurs de risque. Alors, si vous êtes capable de rester jeune, vous n'allez pas développer un cancer de la prostate. Mais le vieillissement est le facteur de risque numéro 1. Si on vieillit et on est un homme, les risques de cancer vont augmenter avec l'âge. C'est le facteur numéro 1. Alors, tant qu'on n'a pas trouvé une solution à cette maladie, qui s'appelle l'âge, il va en avoir. Après ça, il y a l'histoire familiale. Si vous êtes capable de changer votre famille, faites-le, mais vous êtes né dans une famille qui sont plus ou moins à risque de faire un cancer de la prostate. Alors, il y a une partie héréditaire, génétique, mais ce n'est pas toute la génétique. Quand vous vivez dans une famille, vous avez souvent les mêmes habitudes de vie, de manger, d'exercice, d'autres choses qui peuvent contribuer. Alors, ce n'est pas entièrement héréditaire, mais plus qu'il y en a dans la famille, plus qu'il y a de chances que vous allez en avoir. Alors, si vous m'arrivez et vous dites, mes 3 frères, mon père et mon grand-père ont eu un cancer de la prostate, sur le front, c'est marqué « Je suis porteur de cancer de la prostate ». Tôt ou tard, c'est une évidence qu'il y a presque 100% de chance. C'est juste de le trouver dans le temps approprié pour avoir les meilleures chances de le guérir. La race. La race
augmente le risque. Il y a des races, les races noires, la race noire a plus de risques. On ne sait pas encore pourquoi. Est-ce que c'est vraiment relié à la race ou les habitudes de vie ou autres? C'est pas clair, mais on a réalisé que la race avait vraiment un facteur de risque indépendant. Quand on a eu la chance de travailler avec des équipes en Guadeloupe, à Martinique, où ce que l'espérance de vie est très longue. Si on regarde en Afrique, le cancer de la prostate n'est pas un gros problème parce que les gens, malheureusement, ne vivent pas assez longtemps pour le développer. Mais si les hommes vivent jusqu'à 80 ans et plus, qui est la réalité dans des îles qui sont affiliées au système de santé français, c'est vraiment le plus haut risque au monde se trouve dans ces pays-là. Diète, poids est un facteur de risque que là, peut-être, vous pouvez avoir un peu de rôle à jouer là-dedans. Et ça, on travaille là-dessus, mais on n'a pas la preuve hors de tout doute. Mais les tendances, et ça, c'est des statistiques épidémiologiques qui nous fait dire que... Et après ça, la géographie. Est-ce que c'est vraiment la géographie ou les habitudes de vie? Parce que quand on regarde les pays où il y a beaucoup de soleil, il semble avoir moins de cancer de la prostate. Et des pays avec moins de soleil semblent en avoir plus de cancer de la prostate. Et quand vous regardez la carte, ceux qui sont en vert, c'est les plus hauts taux de cancer de la prostate. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui ont le plus haut taux de cancer de la prostate en Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest. Et après ça, vous avez les pays en vert qui a moins de cancer de la prostate, et après ça, en jaune, là où c'est le plus faible risque, en Asie, et ces pays-là, avec des habitudes de vie différentes. Je reviens tout juste de l'Asie de la semaine passée. Le cancer le plus en croissance en Asie est le cancer du sein et la prostate. Ils ont changé leurs habitudes de vie. Il y a tellement plus de McDonald's là-bas maintenant qu'il y en avait avant. Alors, il y a un changement dans les habitudes de vie qui peuvent avoir une influence. Et je vous parlais des pays. Si vous regardez les taux les plus hauts de mortalité, en bas, c'est peut-être un peu petit, mais c'est les pays scandinaves et les pays comme le Canada où on a moins de soleil et les pays où il y a le moins de risque de mourir de cancer de la prostate. C'est les pays avec plus de soleil, peut-être des changements d'habitude de vie, les pays méditerranéens. Alors, on voit cette tendance et on pense peut-être ça peut être relié aux vitamines D dans le soleil qui a un facteur qui peut être un peu protecteur. Peut-on prévenir? Pour l'instant, il n'y a aucune recommandation claire pour prévenir un cancer de la prostate. La vitamine E est excellente dans les sources naturelles, mais pas en supplément. Si vous prenez des grosses quantités de vitamine E, il y a eu des études qui ont montré qu'en réalité, on augmente le risque de cancer de la prostate. Alors, prenez pas des grosses doses de vitamine E parce que des gens disaient que c'est protecteur, ça a carrément eu l'effet inverse. Alors ça, c'est pas recommandé, sauf dans les sources naturelles. Vous avez eu un kiosque de diète. Les sources naturelles peuvent être très utiles, mais si vous en prenez des doses trop grosses, ça a un effet négatif. Le sélénium, dans les noix brésiliens, dans d'autres sources, excellent. Mais si vous en prenez des suppléments de sélénium, ce n'est pas une bonne idée. Ça augmente le risque et ça augmente le risque de diabète. Vitamine D, c'est probablement celui le plus proche de dire oui, peut-être ça pourrait avoir. Et la Société canadienne du cancer recommande des suppléments de vitamine D pour réduire peut-être le risque de cancer, surtout quand on a un pays avec moins de soleil. Le soya, c'est pas clair. C'est peut-être ça qui protège les Japonais et les Asiatiques, mais c'est pas clair que notre métabolisme nord-américain vraiment va avoir un gros avantage avec le soya. Les tomates, il n'y a rien de dangereux. Mangez tant de tomates que vous voulez. Peut-être ça aide. Il y a des études épidémiologiques qui ont montré que les tomates, et l'étude me plaît beaucoup, c'était sur une grosse cohorte, et ils ont réalisé c'est les mangeurs de pizza qui faisaient moins de cancer de la prostate, et ils ont réalisé que c'est la sauce tomate dans la pizza. Et c'est ça que je dis à ma femme pour me permettre de manger plus de pizza. Et le thé vert peut être protecteur, mais ce n'est pas clair aussi avec notre métabolisme. Mais il y a eu des belles études en Asie qui montraient que peut-être ça peut aider, mais pas avec des abus de thé vert. Alors, quoi faire? Parce que là, vous voulez avoir peut-être une certaine solution.
Généralement, ce qu'on recommande, c'est généralement réduire le nombre de calories que vous prenez par jour, réduire les carbohydrates par jour. Sans exagération, là, pas de virer fou là, ou folle, mais augmenter les fruits, les légumes, les noix, les grains. On pense qu'il peut y avoir un certain élément de protection. La viande, pas nécessaire de le couper complètement, mais plus en modération, maintenir un poids santé, mais on ne sait pas c'est quoi la diète idéale. Mais ce qu'on a réalisé de plus en plus des études qui sortent, c'est que l'exercice peut avoir un effet protecteur. Pourrait peut-être pas prévenir à tout coup, mais semble peut-être ralentir même la progression. Et en conclusion, ce qu'on réalise, c'est que ce qui est bon pour votre cœur semble être bon pour la prostate. Alors, pensez à votre cœur, parce que malgré que le cancer de la prostate tue le plus d'hommes ou est troisième tueur des hommes, de loin, les chances sont que vous allez mourir de votre cœur avant de mourir de cancer de la prostate. Alors, protégez votre cœur, pensez à ça, et ça va être très utile. Je vais aller un peu plus rapidement ici, parce que le diagnostic, il n'y a pas 15 façons de faire le diagnostic. Le toucher rectal, malheureusement, demeure un élément important dans le diagnostic. Et on pense qu'il y a encore certains patients que c'est là où on va le trouver. Alors, on ne veut pas éliminer le toucher rectal, mais s'il a été fait une fois et que le PSA a toujours resté normal, il n'est probablement pas nécessaire de le faire à tous les ans. Alors, pensez pas que votre médecin n'est pas bon s'il ne le fait pas, mais il faut le faire au moins une fois pour être sûr qu'on ne manque pas quelque chose que le PSA peut manquer. Le PSA, la prise de sang, c'est là où il y a eu vraiment une révolution d'augmenter les chances de trouver des cancers guérissables, mais elle n'est pas parfaite. Mais plus qu'elle est élevée, plus qu'il y a de chances. Mais on a des patients avec des taux élevés qui n'ont pas de cancer et à l'inverse, des taux presque normaux ou carrément normaux avec des cancers. Et c'est là que le toucher rectal vient aider. Après ça, il y a l'échographie prostatique qu'on va faire pour guider la biopsie. Alors, on fait en même temps l'échographie pour voir la prostate et bien viser notre aiguille pour savoir si oui ou non. Parce que le diagnostic se fait seulement par le pathologiste. Une fois qu'on envoie du tissu pour qu'il soit analysé. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici dans la province? C'est qu'on a convaincu le ministère de permettre de faire des résonances magnétiques avant la biopsie, surtout pour des gens qui n'ont pas des chiffres astronomiques ou un toucher rectal qui est totalement anormal. On peut sauter l'IRM et pas passer 2-3 mois à attendre un IRM. Mais dans les cas plus moyennes, ça peut nous aider à savoir, est-ce qu'on doit faire la biopsie? Parce que des fois, on peut éviter la biopsie si la résonance est tout à fait normale. Et 2, s'il y a quelque chose d'anormal, on va mieux viser le site suspect. Et une fois qu'on a fait le diagnostic, ce n'est pas assez de dire « j'ai un cancer de la prostate ». Il faut poser la question « c'est quoi mon grade et surtout, c'est quoi le score de Gleason ». Alors, Gleason est un pathologiste qui avait décrit cette catégorisation. Et plus que les cellules ont l'air comme des cellules normales, plus bas est le grade, plus que les cellules sont et le tissu est anormal, plus qu'il est élevé. Alors, le minimum qu'on peut avoir, c'est un grade 3 pour qu'on appelle ça un cancer. Grade 3. Et après ça, on va voir, est-ce que c'est tout du grade 3? Si oui, ce serait un score de 6, 3 plus 3. Si la grande partie, c'est du 3 et un petit peu, c'est du 4, mais ça serait 3 plus 4, ça serait un 7. Mais on peut avoir un 7 qui est du 4 plus 3, et ça, c'est plus méchant qu'un 3 plus 4. Et la raison qu'on va catégoriser, c'est que ça peut prédire les chances de guérir le patient avec un seul traitement. Alors, plus que le score est bas, plus qu'il y a de chances, et vous voyez que c'est plus que 80% de chances d'être guéri d'un grade 1 et 2, et plus qu'il est élevé, moins qu'il y a de chances d'être guéri avec un seul traitement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être guéri ou qu'on ne peut pas vivre 20 ans ou plus. C'est juste que ça se peut qu'on ait besoin de plus qu'un traitement pour l'attaquer. Et c'est vraiment selon le score. S'ajoute à ça le stade. Alors, quand on va examiner la prostate, on va voir est-ce que c'est une bosse qu'on ne sent même pas ou une grosse bosse qui déborde de la prostate. Ça va nous catégoriser. Et après ça, dans les cas où on devrait se poser la question métastase, oui ou non, on va faire des scans
pour voir s'il y a des ganglions ou d'autres organes de toucher, et une cartographie osseuse, ce que vous voyez, le squelette, c'est en médecine nucléaire pour voir est-ce qu'il y a du cancer répandu dans les os. Et là, on va catégoriser des patients. Alors, le bas risque, c'est un patient qui a un score de glycine de 6, un PSA qui n'est pas plus haut que 10, et qu'au toucher rectal, on sort presque rien. Ça, c'est la catégorie où ce qu'on doit se demander si on devrait même le traiter. Et le consensus mondial, c'est qu'un bas risque, on ne devrait même pas le traiter, au moins initialement, le suivre et voir si ça progresse. À l'autre extrémité, PSA au-dessus de 20, un score de 8 à 10, au toucher rectal, c'est clairement un cancer qui déborde. Ça, il n'y a pas de doute, il faut les traiter. Les risques de métastase augmentent avec les risques de la maladie qu'on a. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais comment on va traiter va dépendre du grade, du stade, mais on est obligé, c'est généralement le cancer de la prostate, même dans la pire situation, ne va pas emporter le patient à l'intérieur d'un an. On parle d'espérance, même dans les pires circonstances, de 5 ans et plus, pour la majorité des gens. Alors, il faut voir l'espérance de vie du patient pour voir, peut-être on devrait juste surveiller et pas être trop agressif. Il ne faut pas que le traitement soit pire que la maladie. La chirurgie pour un cancer qu'on pense mérite d'être traité, ou la radiothérapie, plus ou moins hormonothérapie, que mon collègue Dr Lambert, qui est notre experte, va vous parler, avec ou sans câlin. Vous allez comprendre quand même. Et stade métastatique. Alors, si on a des métastases, et là, c'est clair que ça, c'est une maladie qu'il faut qu'on traite. Et comme vous avez vu, avec notre témoignage, même avec des métastases, on peut espérer une très longue vie avec les traitements qu'on a, et Dr Amilou va vous résumer. Il y a beaucoup de questions sur le traitement, robot, main. La chirurgie a le même objectif, enlever toute la prostate, mais c'est l'incision qui va être différente. Alors, avec le robot, c'est 5 petites coupures. C'est pas le robot qui opère. Le robot est niaiseux. Il coûte 5 millions, mais il fait rien sans le chirurgien. C'est le chirurgien qui opère à l'aide d'un robot. Alors, ça remplace les mains et ça permet d'avoir une vision. Et vous voyez, le chirurgien se trouve ici, là. Alors, celui qui est dans le console avec sa tête dans une machine, ça, c'est le chirurgien. Il peut être dans la salle, qui est la norme actuellement, mais il pourrait être à New York en train de faire la chirurgie. Et c'est ça qu'ils font en Chine de plus en plus. Ils ont assez de robots pour être dans des centres qui n'en font pas, et le chirurgien est ailleurs en train de contrôler le robot parce qu'il manque de chirurgiens experts, mais il y a plus de machines que de chirurgiens. Alors, je reviens de là, et ça, c'est tout un programme qu'ils font actuellement. Alors, comme j'ai dit, l'incision est différente, mais le résultat qu'on veut est le même. Et ce qu'on cherche, c'est d'enlever la prostate vésicule séminale. C'est vraiment cette partie-là, mais il y a des conséquences. Premièrement, le libido, l'orgasme est préservé, sauf qu'il n'y a plus d'éjaculation parce qu'il n'y a plus de prostate et vésicule séminale, mais les conséquences de dysfonction érectile, c'est la conséquence la plus fréquente. C'est peut-être pas le plus grave, mais ça dépend de chacun. L'incontinence urinaire, qui devrait arriver dans moins que 5 % des cas, une incontinence grave. Les sténoses, des rétrécissements à cause de l'opération, ça peut arriver dans à peu près 5 à 10 % des patients. Mais généralement, c'est quelque chose qui est bien toléré. La technologie s'est améliorée, mais de dire qu'on peut avoir un chirurgien qui ne vous garantit pas de risque, là, changer de chirurgien tout de suite. Le PSA après le traitement, ça, on se fait poser pourquoi on fait le PSA, on n'a plus de prostate. Et c'est vrai que la PSA vient de la prostate, mais si le cancer revient, des cellules de cancer de la prostate, mais le PSA peut monter. Et ça peut être notre premier signe qu'il y a une récidive. Et ça, c'est très, très utile parce qu'on détecte ça bien avant que les métastases s'installent et on peut agir en conséquence. Mais ce n'est pas parce que ce PSA augmente que c'est une catastrophe. On va d'habitude voir la vitesse qu'elle augmente. C'est quoi l'agressivité de cette récidive pour décider qu'est-ce qu'on devrait faire?
C'est sûr que s'il y a des métastases, on va traiter immédiatement. Mais sinon, on va regarder depuis quand il a été traité, combien de temps ça a pris pour commencer à monter, la vitesse qui monte et la valeur du PSA. Et parfois, c'est mieux de suivre sans traiter et de juste aller laisser la nature continuer et d'intervenir quand ce serait nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais vous avez entendu dans le témoignage du PSMA. C'est une imagerie avec la médecine nucléaire qui cherche à voir où sont les cellules cancéreuses pour savoir d'où vient ce PSA. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien de visible ou est-ce qu'il commence à avoir des petits endroits? Et c'est là que nos collègues, des fois en radiothérapie, vont dire, ah, le PSA monte lentement, pas trop élevé, mais on le voit quelque chose à un ganglion ou à un os, et peut-être on peut intervenir, et ça, on va en parler. Alors, c'est une machine comme les scans et qui, grâce à cet anticorps qui est placé, peut détecter des cellules venant d'un cancer de la prostate et nous dire où se trouvent ces cancers qu'on ne peut pas voir au scan habituel. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de routine, mais quand ça peut nous aider, ça peut être très utile. On cherche à personnaliser, surtout pour des gens qui ont des métastases, de savoir est-ce qu'il y a des mutations particulières. Et là, ils commencent à voir, on a une expertise de plus en plus grande, de pouvoir carrément chercher l'ADN qui circule, qui viennent du cancer, et voir les mutations et les gènes là-dessus. Alors ça, c'est vraiment en explosion comme recherche pour personnaliser, pour essayer de choisir le meilleur traitement pour certains patients. Et je termine avec l'exercice. Ça, c'est un de nos patients qui a vécu le plus longtemps avec un cancer métastatique. On n'en revenait pas. Entre ces chimiothérapies, il faisait du hockey. Il y a eu des lignes et des lignes et des lignes de traitement avant de malheureusement décéder. Mais on pense que l'exercice a grandement aidé à survivre plus longtemps. Et on a eu une grosse octroi de 12 millions avec l'Australie et nous autres, et avec l'aide d'autres pays, d'étudier l'exercice en présence de métastases pour prouver que l'exercice peut vraiment changer, pas juste faire sentir mieux, parce que ça, c'est clair, ça, c'est prouvé qu'on se sent mieux, mais est-ce que ça a un effet anticancéreux, l'exercice? Et on pense que oui, et on fait de la recherche au laboratoire actuellement, et c'est fascinant quand on met les souris à faire de l'exercice, comment le cancer pousse beaucoup moins vite, malgré une mauvaise diète. Alors, entre les deux, là, si vous n'êtes pas capable d'arrêter de manger de la pizza, mais au moins faites de l'exercice. Et la recherche continue. Alors, on a plus que 40 protocoles de recherche en cours, des nouvelles thérapies, des nouvelles combinaisons, essayer de les introduire plus tôt dans la maladie, des thérapies basées sur l'imagerie et biomarqueurs. Alors, Dr. Milou, là, elle a l'air mais elle travaille tellement fort pour que toute cette recherche continue chez nos patients. Et on a tout un aspect de laboratoire pour essayer de mieux comprendre la maladie intimement et développer en laboratoire peut-être des possibilités de nouveaux traitements. Alors, je vais arrêter là, mais juste de dire, il y a des bonnes nouvelles. Le dépistage peut sauver des vies. Alors, malheureusement, il y a encore beaucoup de controverses, mais bien fait, on peut éviter de surtraiter ou surdiagnostiquer et on essaie d'aider à savoir mieux traiter et comment traiter. Quand on est pris à temps, 90% et plus des patients peuvent espérer une guérison et une vie de très, très longue. Mais le cancer de la prostate avancé a vu des avancées spectaculaires. Quand j'ai commencé, on n'avait rien à offrir il y a 30 ans. Maintenant, on a tellement à offrir pour des patients dits incurables. Alors, je pense que les hommes, leurs familles peuvent garder de l'espoir pour le présent et surtout pour l'avenir parce que la recherche est loin d'être arrêtée. Et je répète encore, je pense que le groupe de soutien, je suis extrêmement fier de tout ce qui a été fait par le groupe de soutien et je les remercie pour tout leur dévouement. Merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le docteur Lambert, malgré sa... Et puis j'ai dû la convaincre. Pour s'adresser son CV, il ne voulait pas. C'est une humilité. Ah là là. Donc, le docteur Lambert, radio-oncologue au CHUM depuis 2002, professeur titulaire, vice-doyen adjointe affaires pédagogiques
vice-décanat aux études médicales postdoctorales, faculté de médecine. Et on m'a dit à l'oreille qu'elle a une spécialisation très, très particulière. Effectivement, Dr. Lambert serait spécialiste en câlin, virtuel ou en présentiel. Donc, je pense que pour la maladie, ça peut faire quelque chose de bien, mais je vous dirais qu'elle est en trouble qu'on vit actuellement, je ne vous dis pas non non plus. Donc, je passe maintenant le train au Dr. Lambert. Merci. As-tu la fiche? Avec celle-là? Moi, je suis un petit peu moins grande. Il faut que je me mette à la pointe des pieds la plupart du temps pour faire des câlins, mais ça marche pareil. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres. Merci de nous accueillir. Merci à Fred pour la belle présentation. Moi, je vais parler surtout de la portion radiothérapie, vraiment les grandes lignes, hein. C'est clair que ça dépend tellement d'un million de petits facteurs, qu'est-ce qui est vraiment meilleur pour une personne en particulier, qu'on va parler vraiment de généralité aujourd'hui. Donc, la radiothérapie, son rôle, ben, il est présent, peu importe le niveau avec lequel vous arrivez, vous vous présentez. Donc, que ce soit des maladies localisées, des maladies qui récidivent après une chirurgie ou des maladies métastatiques, la radiothérapie peut toujours avoir un rôle. Parfois, c'est un rôle prioritaire, parfois, c'est avec la chirurgie. Et parfois, c'est un rôle plus de soutien, plus en palliation, mais on travaille vraiment main dans la main, les trois spécialités pour offrir le meilleur trio à tous les patients, peu importe leur stade. En maladie de faible risque, donc quand la maladie est peu avancée, avec un grade peu élevé, bien, on peut avoir de la curithérapie qu'on dit à bas débit de dose. Hein. Ça, c'est les petites pépites radioactives qu'on met dans la prostate et puis qui peuvent être en soi un traitement curatif en une séance. On peut avoir aussi ce qu'on appelle c'est un grand terme, là, la radiothérapie stéréotaxique ultra-hypofractionnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne bien moins de traitement qu'avant. Puis ça, c'est une bien bonne nouvelle pour la plupart des patients. Quand j'étais petite, ça fait pas si longtemps, là, ça fait longtemps que je suis petite. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais résidente, on donnait presque 40 traitements à tous nos patients. Donc, ils venaient 8 semaines, 5 jours par semaine pour avoir leur traitement. C'était vraiment un pèlerinage d'avoir de la radiothérapie. C'était vraiment très, très long. Puis, au fur et à mesure que les ordinateurs se développent et qu'on est capable d'avoir des traitements beaucoup plus précis, les techniques s'améliorent. Tout ça fait en sorte qu'on est capable maintenant de donner des traitements plus forts, mais en moins de séances et avec une précision plus grande. Donc, on peut épargner les tissus autour. Et au CHUM, on traite la plupart des patients maintenant avec un régime qu'on dit ultra-hypofractionné. Ça veut dire que c'est 5 séances au lieu de 39-40 qui sont données 1 à 2 fois par semaine. C'est pas tous les patients qui peuvent être traités de façon sécuritaire par des régimes ultra-hypofractionnés. Ça dépend vraiment de toutes sortes de facteurs. Ça peut être des facteurs anatomiques, ça peut être des facteurs de symptômes qui sont là préalablement, qu'on a trop de symptômes urinaires puis que ça peut être un peu plus risqué de donner des grosses doses. Mais certainement qu'on a des avancées qui améliorent beaucoup la qualité de vie avec des traitements beaucoup plus accessibles puis moins lourds. Pour les patients avec des maladies localisées, qu'on dit intermédiaires ou avancées, mais qui ne sont pas métastatiques, on fait de la radiothérapie qu'on peut aussi faire en 5 séances ou en 20 séances. Et on donne une hormonothérapie avec la radiothérapie. Pour les maladies plus avancées, avant, quand les patients avaient même de la maladie qui dépassait la prostate, qui allait même à un seul ganglion, ou si les patients avaient 1 ou 2 métastases, on ne traitait pas la tumeur primaire. Puis c'est vraiment le principe oncologique très répandu dans la majorité des cancers. Quand la maladie est étendue, de traiter juste une portion de la maladie par la radiothérapie. En général,
ça faisait pas de sens sur le plan oncologique parce que ça changeait pas vraiment le devenir des patients. Mais on s'est rendu compte avec la recherche que de traiter la prostate, même s'il y avait de la maladie en dehors de la prostate, s'il n'y en avait pas de façon trop importante, on avait un bénéfice. Le bénéfice, c'est ça va prendre plus de temps avant que la première, que le premier traitement qu'on va donner au patient, que le patient va devenir résistant à ce traitement-là. C'est-à-dire, si on ne traite pas la prostate, ça se peut que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la maladie résiste à l'hormonothérapie, mais si on traite la majorité des cellules du corps, celles qui ont été tuées par les rayons peuvent pas devenir résistantes, fait qu'on reste plus longtemps sur chacune des étapes de traitement, puis c'est vraiment une nouveauté qu'on commence à explorer de plus en plus en cancer de prostate. Puis là, on est rendu même à se dire, s'il n'y a pas beaucoup de sites métastatiques, donc s'il n'y a pas beaucoup de cancers dans des foyers en dehors de la prostate, puis qu'on les traite tous de façon très, très, très ciblée, est-ce qu'on n'aurait pas le même bénéfice qu'on a remarqué en traitant la prostate, qui est l'endroit où il y a le plus de cellules? Fait que ça, c'est vraiment une autre avenue qui est beaucoup, beaucoup explorée puis qui est beaucoup étudiée. Puis qui permet potentiellement d'allonger le temps que les patients restent vraiment sensibles à une ligne de traitement avant de changer pour une autre. Puis on gagne du temps, pas juste en termes de semaines, là. C'est souvent beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, si chaque ligne de traitement dure beaucoup plus longtemps, c'est comme ça qu'on fait des grandes avancées au bout du compte. Donc, j'en ai parlé, une des avancées importantes, c'est pas tous les centres de radiothérapie qui offrent la radiothérapie très, très ciblée et ultra hypofractionnée. C'est rendu mon mot préféré. Ça fait bien dans une conversation. J'ai eu de la radiothérapie ultra hypofractionnée. Ça a l'air bien, bien spécialisé. Mais ici, à Montréal, on la fait très, très régulièrement. On fait maintenant de plus en plus le fait qu'on a des outils diagnostiques qui nous permettent de voir la maladie à l'intérieur de la prostate parce que il n'y a pas si longtemps, on traitait puis on faisait le plan de traitement. On se servait juste du scan, mais le scan, il est tout de la même couleur. La prostate est toute grise, puis il n'y a pas de gris foncé, gris pâle. Là, on ne voit pas la tumeur sur un scan. Mais maintenant, on se sert de la résonance magnétique pour planifier le traitement. Donc, on peut voir où est l'endroit où il y a le plus probablement, ou en tout cas, il y a des noyaux de maladies. Donc, on peut donner des doses plus fortes à ces endroits-là pour avoir une meilleure chance de guérir complètement localement la tumeur. Puis même avec maintenant l'imagerie TEP-PSMA qui nous permet aussi de voir où sont les cellules dans nos champs de traitement. Même si on fait des champs de traitement assez similaires à ce qu'on faisait, des fois, on va voir des endroits où on n'aurait pas nécessairement traité, puis là, on peut élargir un peu le champ de radiothérapie en fonction de ce qu'on voit, ou on peut certainement donner des doses un tout petit peu plus élevées aux endroits où on est certain qu'il y a de la maladie, tout en préservant les bons tissus autour. Donc, l'imagerie nous aide beaucoup à améliorer nos résultats. Ce qui s'en vient, à relativement court terme, c'est de la radiothérapie qu'on dit adaptative. Donc, on va pouvoir l'étudier sur la plupart des sites de cancer. Mais ce que ça veut dire, c'est que au lieu de faire un plan de traitement au début puis avoir le même plan de traitement tout le long, on refait en quelque sorte un plan de traitement à chacune des séances, puis on adapte vraiment en fonction de la nouvelle anatomie du jour, entre guillemets. Et ça nous permet d'avoir vraiment une façon encore plus spécifique d'épargner, surtout en cancer de la prostate, c'est surtout pour épargner les bons tissus. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Puis l'autre chose, c'est qu'on va faire, là, je sais pas comment ils vont l'appeler, celle-là, là, hyper, ultra, méga, hypofractionnée, là, parce qu'il y a à l'étude maintenant de faire des traitements avec seulement
2 séances de radiothérapie, donc avec encore plus de capacité en termes de précision. Et ça, c'est dans les études qui s'en viennent. Fait que c'était ça pour moi. Merci, Dr. Lambert. Au tour de notre troisième conférencière, donc j'ai le plaisir de vous présenter Dr. Emilou. Donc, voici. Dr. Zineb Amilou est hématologue et oncologue médical formé à l'Université de Montréal. Elle est professeure adjointe à l'Université de Montréal et chercheur investigateur au Centre de recherche du CHUM. Elle a suivi une formation postdoctorale en cancer génito-urinaire avec un intérêt particulier en cancer de la prostate. Depuis son retour, elle travaille en collaboration avec ses 2 collègues ici présents et l'équipe d'urologie pour la prise en charge des patients avec un cancer de prostate avancé. Elle participe ainsi dans le suivi de patients inclus dans de multiples protocoles de recherche. Je laisse maintenant le train au Dr. Emilou. Alors, merci beaucoup, M. Meyer. Merci à mes collègues. Je pense, comme elle a dit, Dr. Lambert, on travaille main dans la main. C'est un plaisir de travailler avec eux tous les jours. Donc, je profite du moment pour les remercier. Puis, je voudrais surtout vous remercier, les patients, les familles, les accompagnateurs. Pour la petite histoire, je reviens de l'université aujourd'hui où on faisait des entrevues pour accueillir les futurs candidats en oncologie. Puis, on leur pose toujours la même question au début. Pourquoi vous voulez avoir une carrière en oncologie? Et les 2 réponses qui reviennent année après année et qui, je pense, vont avec la soirée d'aujourd'hui, c'est 1, les avancées en recherche, l'effervescence, l'espoir, les traitements qui se multiplient, mais surtout le privilège d'accompagner les patients dans leur vulnérabilité à travers cette maladie. Donc, merci de nous permettre de faire ça. Alors, donc, moi, je suis là pour parler de cancer de prostate avancé. C'est quoi le cancer de prostate avancé? C'est quand le cancer de la prostate, une fois qu'il a été traité grâce à mes collègues avec leur aide par chirurgie ou par radiothérapie, lorsque malheureusement, des fois, le cancer, il revient, ou est-ce que ce fameux PSA qu'on suit recommence à monter puis nous montre qu'il y a un signal que les cellules du cancer se promènent dans le corps puis que le cancer va se répandre pour aller faire des métastases. C'est malheureusement le cancer de la prostate avancé, un cancer que des fois on ne peut pas guérir, mais avec lequel on espère vivre le plus longtemps possible et avec la meilleure qualité de vie possible. Puis la base du traitement, puis les patients vont souvent nous parler d'hormonothérapie. Est-ce que je peux arrêter mon hormonothérapie? Mais la base du traitement, une fois que le cancer revient, c'est vraiment l'hormonothérapie. Puis c'est quoi? Puis vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas l'arrêter. C'est qu'en fait, dans notre cerveau, on a une petite glande qui va envoyer un signal aux organes génitaux, puis il y a une petite glande aussi qu'on a au-dessus des reins pour fabriquer de la testostérone. Ça, la testostérone, c'est vraiment l'hormone mâle qui se promène dans le corps. Cette testostérone, elle va aller rentrer à l'intérieur de la cellule du cancer de la prostate, puis elle va le nourrir, elle va vraiment activer toute la machinerie au niveau de ce qu'on appelle l'ADN pour que la cellule du cancer, elle se divise, puis qu'elle fasse de plus en plus de cellules. Donc, nous, on veut arrêter cette machinerie-là. Puis ça, c'est le professeur Charles Huggins. La recherche a commencé il y a bien longtemps. C'est d'ailleurs un prix Nobel canadien. C'est lui qui a trouvé en fait tout ce mécanisme. Et donc, l'hormonothérapie, c'est vraiment la base, avec les effets secondaires avec lesquels elle vient, mais c'est la base de tous les traitements qu'on va rajouter par la suite. Donc, mon collègue, Dr. Seth, vous a présenté cet organigramme-là. Puis, où est-ce qu'on se situe quand on parle de cancer de prostate avancé? On se situe ici. On se situe ici aussi. Puis, on a dit tout à l'heure, on veut déculpabiliser les patients, des fois avec cancer de la prostate. Des fois, on le traite localisé et malheureusement, la maladie revient. Mais il y a certains patients qui se présentent d'emblée dans notre bureau qui, du jour au lendemain, ils arrivent avec un stade avancé. Des fois, les gens vont nous dire, c'est quel stade ma maladie? Un stade 4. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, c'est pas parce que ça n'a pas été attrapé à temps, c'est que des fois, malheureusement, le cancer d'emblée, il se présente de manière métastatique, donc avec un stade plus avancé. Et c'est là qu'on met en place l'hormonothérapie et qu'ensuite, on rajoute d'autres traitements lorsque l'hormonothérapie, elle arrête de fonctionner. Parce que le cancer, il n'est pas bête. Lui, ce qu'il veut, c'est croître, puis se diviser, puis continuer. Fait qu'à un moment donné, il trouve des moyens, malgré l'hormonothérapie,
de continuer à faire ce qu'il veut faire. Puis nous, on veut mettre des traitements pour arrêter cette croissance-là. Puis ça, c'est le cancer métastatique qu'on appelle résistant aux hormones ou résistant à la castration, qui est un terme effectivement qui reste péjoratif, mais pour l'instant, c'est celui qui est le plus utilisé. Je le mentionne parce que vous allez l'entendre. Donc ça, c'est les différents traitements qui existent maintenant. Puis comme vous voyez, ça peut paraître pas beaucoup, mais jusqu'à 2004, mais on n'avait pas tout le reste. On avait la chimiothérapie, on en avait une seule. Et ensuite, grâce à la recherche, grâce aux études, il y a d'autres traitements maintenant qui font partie vraiment du traitement de tous les jours du cancer de la prostate. Puis je vais prendre un petit moment pour vous les expliquer. Ce qui est important aussi en oncologie, c'est qu'on ne veut pas juste donner des traitements pour traiter des chiffres ou pour traiter des images ou pour que quand on fait des scans ou de la scintigraphie, que la métastase a diminué. Ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer la survie de nos patients puis les faire vivre plus longtemps. Et ça, je peux vous le dire avec certitude, c'est ce qu'on réussit à faire année après année avec la recherche. Donc, ces médicaments-là en haut, ça, c'est les médicaments qui ont révolutionné le cancer de la prostate. En fait, on s'est rendu compte effectivement que malgré le fait qu'on bloquait la testostérone, le cancer a trouvé d'autres moyens. Des fois, il fabrique même sa propre testostérone. Fait que ces traitements-là, c'est comme des super hormonothérapies. Ils viennent empêcher encore plus le cancer de dépendre des hormones. Leur avantage aussi, je vous dirais, moi je suis oncologue, je donne de la chimiothérapie, je traite le cancer de la prostate, mais je traite d'autres cancers aussi. Puis effectivement, ces médicaments, ils viennent avec des effets secondaires, mais ils ont un avantage quand même d'être assez bien tolérés. C'est des comprimés, les gens peuvent les prendre chez eux à la maison, ils ont moins de va-et-vient à l'hôpital. Ça ne touche pas le système immunitaire comme par exemple la chimiothérapie dont on va parler. Puis, ils ont tellement fait un bon effet qu'on les utilise de plus en plus tôt, puis en combinaison avec d'autres traitements cancer de la prostate. Donc ça, c'est un très bon traitement, ces médicaments-là. Ici, en vert, je ne l'ai pas encerclé, mais c'est un traitement bien, bien important. Puis, il y a plein de petits cousins maintenant qui existent depuis quelques années. Ça, ce sont des médicaments qui vont aller viser la génétique du cancer. Il y a certains cancers qui sont héréditaires. On a un gène qui est passé de papa ou de maman qui nous donne un risque d'avoir un cancer de la prostate ou un cancer du sein ou un cancer des ovaires. C'est les fameux gènes BRCA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais des fois, ce n'est pas héréditaire. Des fois, c'est le cancer lui-même qui, en se divisant, il va aller chercher des petites mutations. Puis ça, ce sont des traitements qui, depuis, je vous dirais, seulement moins de 3 à 4 ans existent et qui vont vraiment aller attaquer ce type de cancer-là particulier. Donc, de plus en plus, on essaie vraiment de personnaliser le traitement du cancer en travaillant plus, en allant plus comprendre comment est-ce que le cancer de la prostate, il croît puis il pousse. La chimiothérapie. Je sais que la chimiothérapie, puis M. Fioré, que je remercie pour son témoignage, l'a mentionné, c'est un mot qu'on n'aime jamais entendre. Ça vient encore avec beaucoup d'idées, de préjugés, mais aussi avec raison, ça vient avec des effets secondaires qui chamboulent la vie des gens. Mais la chimiothérapie peut être, je le dis aux patients des fois, la chimiothérapie des fois peut être notre amie. Quand le cancer devient plus dangereux, quand le cancer peut être dangereux pour notre vie, pour notre santé, mais des fois la chimiothérapie peut aller nous aider à combattre le cancer. Puis, c'est peut-être la même chimio qui existe depuis ben longtemps, mais ce qui fait que les gens maintenant vivent mieux avec la chimio, c'est tous les traitements de soutien qu'on a autour. Mes collègues me disent qu'il y a longtemps, avant qu'on ait les traitements qui empêchent le mal de cœur et les vomissements, les gens avaient de la chimio, ils étaient hospitalisés à l'hôpital, puis ils les regardaient vomir pendant des jours et des jours. Ils n'avaient pas de traitement pour arrêter ça. Maintenant, on a des traitements qu'on donne en prévention pour faire à ce que la chimio soit plus tolérable. On a les pharmaciens qui sont présents pour ajuster les doses. On a nos infirmières pivots qui sont vos alliés, les alliés des patients. Donc, on n'hésite pas de dire à nos patients, appelez-les si vous avez un effet secondaire. On va essayer de faire au mieux, on va essayer d'ajuster le traitement. Donc, ça, c'est la chimiothérapie. Ici, il y a un petit nouveau, le Pluvicto, peut-être qu'on en a entendu parler, mais le radium 223, ça, ce sont des médicaments qui vont agir par radioactivité. En fait, c'est vraiment des traitements qui sont donnés par nos collègues en médecine nucléaire, qui vont aller viser les métastases du cancer, puis par radioactivité aller détruire la cellule du cancer. Le premier, lui, c'est seulement pour les gens qui ont des métastases dans les os. Il est juste capable d'aller dans les os.
Le deuxième est plus intéressant parce qu'il peut aller partout, puis je vais en parler un petit peu plus loin. Justement, tout de suite en fait. Donc, le plus victo, là, on en a beaucoup parlé dans les médias. Je ne sais pas si des personnes dans l'audience qui ont lu tous les articles. On remercie aussi des patients qui ont fait des pétitions, qui ont aidé à ce que ce traitement-là soit remboursé et disponible. Il l'est maintenant. Donc ça, c'est un médicament bien intéressant. C'est comme un genre de petit cheval de Troie. En fait, c'est de la radioactivité qu'on va donner qui va s'attacher sur une protéine qui est présente sur la cellule du cancer. Il faut avoir la bonne clé pour la bonne porte. Fait qu'il y a certains patients qui, malheureusement, leur cancer, il n'a pas la bonne porte. Fait que même si on donne ce traitement-là, même s'il existe, ben, il va s'accumuler dans le corps puis il ne va pas donner l'effet qu'on veut. Mais quand on réussit à avoir la bonne clé pour la bonne porte, le traitement, il va rentrer à l'intérieur de la cellule du cancer, puis avec la radioactivité, il va la détruire. Puis lui, pas comme le radium, il peut aller n'importe où, pas seulement dans les os. Donc, c'est aussi bien pour les gens qui ont des métastases dans les ganglions ou dans les organes. C'est un traitement qui est assez bien toléré aussi, mais je voudrais peut-être juste apporter un petit bémol. C'est pas un traitement qui est meilleur que la chimio. C'est pas un traitement qui est meilleur que les pilules. Chaque patient, puis chaque cancer, il va avoir le traitement qui va être le bon pour lui. Puis nous, en fait, c'est vraiment d'aller utiliser le bon traitement à chaque fois. Donc, c'est pas parce qu'on ne vous le donne pas ou parce qu'on le donne pas qu'on on enlève un traitement. C'est qu'on pense qu'il est peut-être pas utile pour le type de cancer qu'on traite. C'est la fameuse petite protéine. Puis, encore là, mon collègue Dr. Sad a présenté cette image peut-être tout à l'heure. Pour pouvoir donner ce traitement, on fait un examen, le TPSMA. Monsieur Ferrier en a parlé aussi au début. Donc ça, c'est un examen en médecine nucléaire qui va aller vraiment justement nous montrer les métastases, où est-ce qu'elles sont présentes, puis justement, elles ont la bonne porte pour le traitement. Puis une fois qu'on donne le traitement, puis que ça va bien, puis que ça répond, comme vous le voyez, toutes les taches noires qu'on voit, puis ici, il y en a beaucoup, ben, lorsqu'elles diminuent, puis lorsqu'elles disparaissent, ça veut dire que le traitement, il fonctionne. C'est une façon, des fois, les gens, une image vaut 1000 mots, comme on dit. Des fois, c'est une façon de voir la réponse au traitement. Le cancer de la prostate adore aller dans les os. C'est vraiment son site de prédilection numéro 1. Lorsqu'il se répand dans le corps, il va généralement dans les os, peut aller dans les ganglions, peut aller dans d'autres organes. Puis ça, ben, ça amène aussi, on appelle ça de la morbidité, ça amène des complications pour nos patients. Leurs os peuvent être fragiles, ils peuvent se casser, ils peuvent avoir de la douleur, qui est un symptôme qu'on redoute beaucoup quand on a un cancer. On ne veut pas avoir mal, on ne veut pas souffrir. Donc, ça peut causer des fractures. On peut avoir aussi, comme elle a dit Dr. Lambert, avoir besoin de l'aide de nos collègues, que ce soit chirurgiens ou radiothérapeutes. Des fois, on a une métastase qui est mal placée. On est à risque d'avoir, par exemple, une compression médulaire, de manquer de force ou de sensibilité au niveau des nerfs de nos jambes. Et là, on peut aller faire un traitement pour diminuer le risque de compression médulaire. Encore là, la recherche nous a aidé à diminuer ces complications. On a des médicaments qu'on va donner, souvent sous forme sous-cutanée par injection. Les patients vont aller au CLSC une fois par mois pour recevoir ce traitement, pour vraiment aller renforcer les os puis diminuer les complications au niveau des os qui peuvent être causées par le cancer. Puis, je vous ai parlé de traitements, de multitudes de traitements. Là, on s'en va aussi dans une ère où est-ce qu'on va combiner des traitements. Parce que finalement, on se rend compte que le cancer, même un cancer chez un patient, ça peut être plusieurs types de cancers. Les cellules, elles changent. Fait qu'on veut vraiment des fois l'attaquer de différentes façons, de différents mécanismes. Fait qu'il va nous arriver de donner 2 médicaments en même temps. Mais le corollaire de ça aussi, c'est que des fois, on a des patients qui vont bien. Souvent, on espère de plus en plus avoir des patients chez qui la maladie, même si elle était métastatique au départ, même si c'était un stade 4 au départ, ben, ils ont un traitement qui fonctionne très bien. Leur PSA est à 0. Puis, ils nous demandent combien d'années est-ce que je vais devoir prendre ce traitement? Parce que je vous l'ai dit, les traitements sont bien tolérés, mais ils viennent quand même avec des effets secondaires. Et encore là, la recherche maintenant s'en va vers ce qu'on appelle enlever de l'intensité du traitement. Donc, peut-être que dans le futur, ces patients-là qui avaient une maladie métastatique au départ, on va pouvoir diminuer les traitements. Peut-être que dans le futur, on va pouvoir arrêter des traitements.
Pour l'instant, c'est encore une maladie chronique. Mais la recherche avance aussi sur ça. Donc, toujours sur la personnalisation du traitement selon la réponse du cancer. Je pense qu'on peut être fier au CHUM de participer à toutes ces études-là. Vous les voyez ici. Ils s'amusent toujours à trouver des petits noms qui peuvent être catchy, qui peuvent être intéressants. Donc ça, vous voyez, c'est seulement depuis une dizaine d'années, je dirais. Il n'y a pas un congrès qu'on a en oncologie, un congrès international où il n'y a pas un nouveau traitement, une nouvelle façon de traiter. On est toujours à l'affût, il faut toujours qu'on reste à jour pour savoir qu'est-ce qui bouge en cancer de prostate en particulier. Puis, grâce à l'équipe de mes collègues, grâce au CHUM, c'est vraiment une fierté de pouvoir participer à toutes ces études, puis grâce aux patients aussi qui font partie de ces études-là. L'hormonothérapie, des fois, c'est pas trop notre amie. Elle donne beaucoup d'effets secondaires. On va se le dire, surtout, nos patients peuvent souffrir donc de manque de libido, de dysfonction sexuelle. Il ne faut pas hésiter à en parler. On n'est pas parfait non plus dans les traitements qu'on peut donner pour aider, mais on va essayer ce qui est possible pour aider. Le sommeil, les bouffées de chaleur, qui peuvent nous réveiller, qui peuvent être accompagnés de nausées, de sueur. Là encore, il faut en parler, puis on peut essayer des traitements pour essayer de mitiger, de diminuer, peut-être pas de supprimer au complet, mais voir est-ce qu'on peut diminuer la fréquence de ces effets secondaires-là. Il y a aussi la composition du corps qui change. La testostérone, c'est ce qui, je pense, je ne sais pas, ce qui prenait des fois les athlètes pour se doper avant. Donc, c'est vraiment l'hormone mâle, c'est la musculature. Donc, il peut vraiment y avoir un changement du corps. Il peut y avoir plus de gras autour du ventre, par exemple. On peut perdre la force de nos muscles. Et là, c'est toute l'importance de kinésiologues, des physiothérapeutes, du programme d'exercice, de la recherche sur l'exercice pour justement pouvoir être actif puis vivre de plus longtemps avec le cancer, mais vivre bien avec le cancer. Et puis finalement, comme il a dit mon collègue tantôt, pensez aussi à votre cœur. Avec l'hormonothérapie, on pense plus de risque de diabète, de cholestérol, de haute pression. Il faut continuer de penser au reste de la santé. Elle est importante. C'est sûr que quand le cancer il arrive, il chamboule la vie. Mais plus on reste en forme, plus on peut faire des traitements. Parce que les traitements aussi, ils ont des effets secondaires. Il faut qu'on soit le plus en forme possible pour pouvoir les recevoir. Donc, en conclusion, je pense que ce que je voudrais dire, c'est que on veut chercher du soutien, puis des fois, on se compare, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas un cancer de la prostate, il y en a plusieurs. Donc, c'est vraiment une maladie qui peut être très différente. On a nos cliniques qu'on fait, les cliniques du jeudi de recherche. Il n'y a pas un patient qui est pareil. Chaque patient a son histoire, chaque patient vient avec son vécu, avec ses antécédents, ses autres problèmes de santé. Donc, on est vraiment dans de la personnalisation de traitement. Notre but, c'est vraiment de vous offrir les traitements possibles aussi vite qu'ils existent sur le marché, de pouvoir traiter le cancer de différentes façons possibles pour pouvoir le bloquer le plus possible, puis de permettre à nos patients d'avoir une qualité de vie à travers les effets secondaires qui viennent avec tout ça. Voilà. Cette année, on nous a demandé de faire un peu différemment et d'ajouter le témoignage d'un conjoint ou d'une conjointe qui a accompagné son patient, finalement, durant le stade postus de la maladie. Et la personne que je vais vous présenter, une personne qui est bien spéciale dans mon cœur parce que c'est mon épouse. Donc, Mme Kathleen Tobin, ou Cathy pour les intimes. Et j'espère que pour les prochaines années, ça va être plus tranquille de son côté après un cancer infarctus, 2 hernies dans les dernières années. Mettons en plus, elle est infirmière, donc je pense que j'abuse. Je pense que j'abuse un petit peu de de sa bonté. Cathy, le micro. Alors, vous me permettrez de regarder des fois mes feuilles parce que de faire un témoignage comme ça, c'est pas tout le temps évident. Alors, comme mon mari a mentionné, on m'a demandé de témoigner pour un conjoint. Qu'est-ce que c'est que d'apporter du soutien à un patient qui vient d'avoir le cancer de la prostate? Pour commencer, on a entendu Jean-Marc Fioré
on a entendu Dr Saad, Dr Lambert et Dr Amilou. Et honnêtement, d'avoir eu ces connaissances-là, quand Luc a eu son diagnostic, j'avoue, m'aurait aidé tout autant que lui. Le cancer arrive chez les hommes à des âges complètement différents, mais aussi à des moments de leur vie complètement différents. Quelqu'un qui est dans la quarantaine, quelqu'un 50, 60, 70, c'est pas pareil. Alors, comment est-ce que ça va impacter leur vie? Je ne présume pas que l'histoire que Luc et moi on a eue va être la même pour tout le monde. Mais j'espère juste qu'à travers mon témoignage, que vous allez vous reconnaître un peu dedans et voir un peu est-ce que j'ai eu ces mêmes défis-là, est-ce que j'ai eu ces mêmes réalités-là. Alors, notre petite histoire commence en mai 2018. On se fiance. Alors là, on est excités, on prépare notre mariage et tout. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare que Luc déménage de sa vie de célibataire, beau condo sur la Rive-Sud, pour venir à Montréal vivre avec mes 2 gars. C'est tout un changement pour lui. Alors, ça va, on travaille sur le déménagement et il rencontre pour la première fois sa nouvelle médecin de famille. Il n'en avait pas eu depuis longtemps. Elle fait son examen et, oups, nodule. C'est une nouvelle médecin. Donc, elle ne sait pas si c'est quelque chose qu'il avait déjà et sa PSA est normale. Donc, elle le réfère à un urologue. Il le voit, fait faire des biopsies. Tout se passe bien, on attend, et nous, on continue nos préparatifs. On trouve une salle pour notre cérémonie, pour notre réception, on avise nos amis, notre famille. Voici la date que vous devez bloquer en juillet 2019. Les semaines se passent. Moi, je travaille beaucoup à l'extérieur de Montréal. Donc, je suis partie pour une semaine dans l'Ouest canadien. Avec le décalage horaire, je reçois un appel de Luc. Je savais qu'il rencontrait son urologue pour son suivi post-biopsie. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Il est tellement énervé, il pleure tellement que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que j'arrive à comprendre, c'est cancer agressif Gleason 8. Alors, moi, bon, OK. Comme Luc l'a mentionné, je suis infirmière. Pendant mon bac en sciences infirmières à l'Université de Montréal, on a parlé du cancer, mais c'était tellement des termes généraux que Gleason 8, c'est quoi cette bébête-là? Alors là, le lendemain au soir, je reviens à Montréal, là, on s'assoit ensemble, puis je dis, OK, dis-moi exactement ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Première chose que mon fiancé me dit, c'est on rompt nos fiançailles. On n'est plus ensemble, je veux pas que tu aies à vivre ça. Bon, les gens qui me connaissent savent que j'ai une tête dure. Je suis quand même pas moitié irlandaise pour rien. Alors, c'est comme, OK, on se calme. Pour lui, là, ça affectait tellement sa masculinité, il pouvait pas voir pourquoi, puis comment je pouvais rester dans cette relation de couple-là quand notre intimité allait complètement changer. OK? Pour moi, en tant qu'infirmière, en tant que proche aidante à mon père et tout, si je veux apporter du soutien à quelqu'un, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Et c'était nouveau pour moi, là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que Luc avait reçu le livre de Dr Saad, on l'a tous les deux lu pour comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passait. Luc, de son côté, est allé sur l'Internet. Peut-être pas le meilleur endroit quand on n'a pas toutes les informations. De mon côté, je travaillais pour une compagnie pharmaceutique. Je n'avais jamais travaillé en oncologie, mais je suis allée voir mes collègues et je leur ai dit, pouvez-vous partager avec moi des protocoles de recherche? Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Et c'est grâce à eux que là, on a eu un petit peu plus d'informations. Mais c'est aussi grâce à ça, en parlant avec les gens, que je me suis rendu compte, mais il y avait plein d'hommes dans mon entourage, chez mes amis, chez mes collègues qui avaient vécu ça. Et là, c'était comme, wow! J'avais tellement souvent entendu parler du cancer du sein, du cancer du côlon et tout. La prostate, honnêtement, là,
on n'en parlait pas. Et là, soudainement, là, on vivait ça. Alors, on a mis complètement nos préparatifs de mariage sur la glace. Pour nous, la priorité, c'était qu'est-ce qu'on fait avec cette bébête-là. Les médecins ont parlé plus tôt des scintigrammies osseuses, tous les différents tests. Il les a eus. Alors nous, tout ce qu'on voulait, là, c'est avoir les résultats, savoir quelles étaient les prochaines étapes. Je peux vous dire que quand on parle du soutien, les patients et tout ça, ça fait une très grosse différence pour nous parce que pendant les vacances de Noël, on soupe chez les parents de ma meilleure amie et son père dit « J'aimerais ça parler à Luc en privé. » Je dis « OK. » Cet homme-là, ça faisait 58 ans qu'il était marié. Je n'avais aucune idée qu'il avait eu un cancer de la prostate, qu'il avait été opéré. Il a tout raconté ça à Luc, puis il lui a dit « Sais-tu, là? » Il dit « Il y a tellement de façons différentes de continuer la tendresse et l'intimité dans une vie de couple, là, que ça ne soit pas ça qui te fasse paniquer, là, parce que ça ne devrait pas. » Alors, en janvier 2019, on rencontre Dr. Perrotte, qui devait être celui qui allait opérer Luc. Moi, je m'étais assurée, malgré les voyagements que je faisais, d'être présente au rendez-vous. Je voulais être capable de tout entendre, les informations qu'il allait donner à Luc, parce que je savais que, ayant été infirmière, des fois, là, les patients sont tellement sur un choc qu'ils n'entendent pas tout ou ils ne se rappellent pas de tout. Et je voulais être capable, justement, de discuter avec lui par la suite. Dr. Saad nous a présenté. Il peut avoir une chirurgie complète, une chirurgie aidée par le robot. Luc, sur ses recherches de l'Internet, il savait laquelle il voulait, là. Il voulait celle avec le robot, là. Malheureusement, Dr. Perrotte nous dit qu'à cause des résultats des biopsies et tout, il n'était pas candidat pour ça. Que ça allait être, on va dire chez les femmes dans le temps, là, la grande opération. Ce que ça voulait dire aussi, les nerfs érectiles partaient, les ganglions lymphatiques partaient. Alors, c'était ça notre réalité, qu'il allait être bientôt opéré et qu'il y aurait bien des choses qui changeraient dans notre vie. Finalement, ça n'a pas été Dr. Perrotte qui a opéré Luc, ça a été Dr. Karakiewicz au mois de mars. Lorsque Luc est revenu dans la chambre, bon, je m'attendais à ce qu'il y ait un soluté, là, une intraveineuse. Et je n'avais pas tout à fait compris qu'il y aurait aussi un drain chirurgical et une sonde. Bon, OK. Pour moi, c'est des choses qui étaient là. Il y avait des nouveaux empendages à côté. Mais quand on essaie de se lever et tout avec ça, c'est moins évident. Alors, tous les présentateurs ont parlé de l'exercice, de se mobiliser. Jean-Marc en a parlé aussi et tout. Alors, j'ai dit, OK, pour aider mon homme, il faut qu'il se lève. Il faut qu'il soit capable de se bouger. Bon, ben, c'est plus la mode. On oublie les beaux pantalons, là. C'est des sweatpants, là, des pantalons d'exercice, 2 pointures de plus grandes. On coupe un peu les poches pour que le sac du drain, le sac de la sonde puisse se promener avec lui et qu'on se mobilise. Alors, c'était comme, c'est ça maintenant, c'est ça qu'on fait. Quand il est sorti de l'hôpital, j'avoue, une autre de mes réalités, ça a été que j'avais l'impression d'avoir un bébé à nouveau. Parce que à toutes les 2 à 3 heures, je me levais, je prenais ma lampe de poche, j'allais de son côté du lit. Et là, je vidais la sonde ou le drain. Mais je ne voulais pas le réveiller. Alors, ça, j'avoue, c'était pas quelque chose que j'avais planifié, mais ça fonctionnait, ça drainait. Donc, je ne voulais pas qu'il soit dérangé. Puis je me disais, bon, j'ai eu 2 enfants, c'est une nouvelle réalité. On vit avec ça. Ce qui se passe aussi, comme vous le savez, quand on sort de l'hôpital, c'est que les suivis sont faits au CLSC. Luc ne pouvait pas conduire. Donc, ou bien c'était moi qui arrangeais mes voyagements, ou c'était ma mère qui l'accompagnait au CLSC. Je peux vous dire qu'une expérience qu'on n'oubliera jamais, c'est quand je l'ai laissé devant le CLSC, puis je suis partie stationner l'auto. J'aurais pu savoir exactement où était mon mari en suivant comme le petit poussait. Un de ses sacs avait rupturé. Et là, ça coulait.
sur Côte-des-Neiges, le haut des marches jusqu'à l'ascenseur. Alors, Luc a malheureusement eu à retourner à l'hôpital parce qu'on lui a installé un deuxième drain. Une fois que tout était retiré, tout ce qu'on voulait, c'était quels sont les résultats de pathologie. Est-ce qu'il va devoir avoir, comme les médecins ont parlé, la radiothérapie, la chimio, quelles étaient les prochaines étapes? Alors, on est rendu en mai 2019. Je reviens d'Ottawa, je suis en voiture, je reçois un appel, tout est beau. On était tellement soulagés. Comme je vous ai dit, notre histoire commence avec des fiançailles. J'avais donc moins de 2 mois à me trouver une robe, envoyer des invitations, confirmer le menu et tout ça. Mais on était tellement excités, puis on savait qu'il allait devoir aller pour des prises de sang, aller pour des rendez-vous et tout. Mais pour nous, là, c'était du passé, ça. Là. On vivait, on s'avançait. Tout a bien été, on s'est mariés, la vie continue, tout va bien. Jusqu'à l'été 2020, où Dr Karakiewicz lui annonce que, oups, la PSA a monté. Il doit être référé en radio-oncologie. Ça va, c'était la COVID, comme vous vous rappelez, en 2020. On nous explique qu'il va y avoir de l'hormonothérapie, par la suite de la radiothérapie. Okay. Le seul positif que je peux vous dire, mesdames, c'est que mon mari sait maintenant c'est quoi avoir sa ménopause. Parce que des bouffées de chaleur, là, il n'avait plus que moi. Alors, depuis 2021, il rencontre Dr Ménard, il rencontre Dr Karakiewicz, il y a des prises de sang, il y a différentes choses. Dernièrement, malheureusement, on a vu que la PSA a monté un petit peu, donc un nouveau médicament lui a été ajouté. Mais s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce témoignage-là, soyez informés. Accompagnez votre conjoint parce qu'ils vont des fois recevoir des informations qui ne seront pas nécessairement en état de les comprendre ou vont vouloir en reparler avec vous. Puis juste avoir une autre paire d'oreilles pendant le rendez-vous ou une main à prendre pendant le rendez-vous, je pense que ça fait toute une différence pour mon mari. Merci. Que de beaux souvenirs. Oui. Exactement. On arrive vers la fin de la présentation. Je ne sais pas où on en est. On se pose avoir les questions. Bon, il n'y a pas la slide. Oui, on est rendu à la période des questions. Ce qu'on m'a demandé de faire, c'est vous présenter 2 questions qui sont souvent répétées par nos patients. Puis après, on a souvent du temps pour des questions venant de l'audience. Donc, je vais vous poser... Ah oui, effectivement, excusez. Quelle maladresse de ma part et impolitesse. Donc, on va laisser s'installer. Donc, c'est parti. Donc, oui, peut-être. Docteur Sable, il faut prendre des questions de la salle en premier. Mais le temps que les gens se lèvent, mais tu pourrais peut-être poser la première question. Et s'il y a des questions, les gens peuvent aller au micro ou demander le micro. On aura le temps d'avoir quelques questions. Exactement. Donc, après la chirurgie, s'il y a récidive, on peut faire de la radiothérapie, mais il semble que l'inverse ne soit pas possible. Est-ce vrai? Donc, après la radiothérapie, est-ce que... Ben, c'est ça, il y a souvent des patients qui arrivent dans mon bureau puis ils disent, ben, j'ai entendu dire que effectivement, si je me fais opérer puis ça marche pas, je peux avoir de la radiothérapie, mais si j'ai de la radiothérapie puis ça fonctionne pas, je peux pas être opéré. Donc, j'aime mieux avoir 2 chances qu'une chance. Donc, c'est clair que je devrais choisir la chirurgie. C'est plus nuancé que ça, évidemment. De nos jours, en fait, ça arrive que c'est possible d'opérer après avoir eu de la radiothérapie, mais c'est plutôt rare qu'on le fait parce que je dirais que la plupart du temps, de toute façon, si ça revient,
c'est même pas dans la prostate parce que la radiothérapie a été très efficace à la prostate. Fait que souvent, quand ça revient, ben c'est en dehors des champs d'irradiation. Et même quand c'est dans la prostate, maintenant qu'on a de la nouvelle imagerie, qu'on peut mieux localiser où sont les sites de récidive, on a de plus en plus d'exemples de patients où on a fait du rattrapage, soit par curithérapie ou par radiothérapie ultra ciblée sur les endroits très, très précis où on a vu les récidives grâce aux nouvelles imageries. Donc, des fois, il y a des patients où ça revenait juste dans le bout de la vésicule séminale où il n'y avait pas eu tout à fait la dose complète. Puis on a fait des rattrapages à visée radicale, puis il y a des patients qu'on a pu guérir même en deuxième intention. Donc, les avancées sont aussi positives dans ce sens-là. Merci. Deuxième question. Comment choisir entre la chirurgie et la radiothérapie dans le cas où les deux options sont jugées équivalentes en termes d'efficacité et à contrôler le cancer? Alors, comment choisir? C'est la question qui tue. Entre les deux, quand un patient est diagnostiqué, on pose la question, qu'est-ce qui est la priorité pour le patient? Il y en a chez qui la priorité, c'est de dire, moi, sans érection, la vie vaut pas la peine de continuer. Je trouve ça exagéré, mais je dois respecter les priorités du patient. Alors, si vraiment c'est l'érection qui est le plus important chez un patient, mais moi, je veux leur dire, la radiothérapie a plus de chances de préserver l'érection que la chirurgie. Si quelqu'un me dit, mais moi, je vis mal avec l'idée qu'il y a un doute que peut-être la radiothérapie va guérir le cancer parce qu'on ne peut pas savoir avant la radiothérapie si on va être capable, même si les machines sont améliorées énormément, et ça, c'est absolument vrai, là, ça a changé drastiquement. Mais là, on va lui dire, regarde, si tu veux mettre le maximum, mais la chirurgie, le cancer ne peut pas résister d'être enlevé. Il est enlevé, s'il est vraiment pris à temps, il n'est plus là, et il reste en deuxième ligne, la radiothérapie. Alors, il n'y a pas de compétition parce qu'ici, on regarde au bout de 10 ans, les résultats sont aussi bons avec un ou l'autre. Alors, c'est vraiment les priorités du patient qui doivent primer à condition qu'il est vraiment candidat pour les deux. Il y a des gens chez qui faire une chirurgie serait mutilant sans beaucoup de chances de guérir. Des cancers qui débordent, ce n'est pas des patients qui sont des candidats pour la chirurgie, mais heureusement, ils sont capables de faire des champs qui peuvent inclure un cancer même qui déborde. Mais si on sait d'avance qu'on ne serait pas capable de tout enlever, je vais complètement décourager le patient vers une chirurgie. Et à l'inverse, un patient qui a un cancer tellement peu agressif, mais c'est peut-être tuer une mouche avec un canon, alors on devrait peut-être aller avec quelque chose qui est un compromis entre tout faire si c'est pas nécessaire et faire quelque chose parce que les autres peuvent moduler. La chirurgie ne peut pas moduler. On doit tout enlever ou rien enlever. C'est pas comme un cancer du sein où ce qu'on peut moduler, d'enlever juste un petit morceau du sein ou tout le sein. Pour la prostate, c'est tout ou rien. Pour l'instant, ça n'existe pas une prostatectomie partielle. Une autre chose aussi, juste pour compléter cette explication-là, souvent les patients arrivent, puis en fonction de leur âge, pas que rendu à un certain âge, ce n'est plus possible d'opérer. Des fois, c'est moins une bonne idée, mais ce que je leur explique souvent, c'est, disons, on prend les extrêmes. Hein? Quelqu'un qui a 45 ans, top shape, pour lui, une opération, ça va être relativement facile parce que il est très jeune, etc. Il va se remettre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement d'un geste chirurgical. Les tissus se réparent mieux. Et l'autre chose, il y a encore une espérance de vie de potentiellement une quarantaine d'années. Donc, il y a des risques de subir des effets secondaires tardifs à long terme de la radiothérapie que la chirurgie n'a pas. Quand je dis aux patients, le pire que vous allez être après la chirurgie, ben c'est le lendemain de la chirurgie, puis après ça, ça devrait aller mieux. Avec la radiothérapie, vous allez être mieux que si vous êtes opéré, mais vous pouvez avoir des mauvaises surprises 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard.
Si on prend l'autre bout du spectre, un patient qui a 75, par exemple, 20 ans après, ça commence à être beaucoup de printemps, puis il est moins en forme peut-être qu'à 45 ans pour avoir le gros geste chirurgical, puis il y a moins de risques à long terme d'avoir des mauvaises surprises. Fait que souvent, ça vient nuancer la décision. Puis là, les patients qui sont pas chanceux, ils sont dans le milieu. Là, je leur dis, ben vous avez 65 ans. Fait que vous avez vraiment le choix parce que c'est pas mal kiff-kiff. Fait que là, ils sont comme, oh non, c'est pas facile d'avoir deux choix très, très égaux. Puis évidemment, là, toutes les autres préférences, les autres petites particularités viennent nuancer puis pencher la balance un petit peu plus d'un bord ou l'autre. C'est une bonne affaire d'avoir des choix, mais il faut prendre une décision. Et les hommes ne sont pas toujours très bons pour prendre une décision. C'est pour ça qu'on encourage le conjoint ou la conjointe d'être là, parce que des fois, l'autre cerveau comprend un peu mieux. J'essaie d'être diplomatique. Comme vous savez, les hommes, ils ont deux cerveaux, hein, un petit et un grand. Alors, ma femme me dit de ne pas faire des farces dans des situations sérieuses. Non, c'est ça. Oh, les micros sont ouverts. Oui, okay. Bonjour, mon nom est Christian Blouin. Je suis un patient qui a un cancer depuis 15 ans et des métastases depuis 3 ans. Avant de poser ma question, je voudrais juste vous remercier. Vos présentations, en fait, confirment un peu les best practices que j'ai pu lire dans les nombreuses lectures que je fais depuis plusieurs années, mais dans les dernières années, c'est exactement ce qui se passe au niveau des best practices. J'ai par contre une question. Je lis depuis un bout de temps le PT53. On en parle de plus en plus, surtout aux États-Unis. On en parle depuis 2021, mais beaucoup plus en 2025. La mutation du PT53. J'aimerais avoir votre opinion sur cette première question-là. On semble dire dans tout ce que j'ai lu que il faut absolument quasiment faire ça pour s'assurer que le cancer qui est métastasique, castration sensitive ou neutral ou castration qui semble progresser beaucoup plus vite et que le taux de survival, le taux de survie est beaucoup affecté à cause de cette mutation-là et que ça favoriserait en fait une progression assez rapide. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, le Pluctivo, on semble l'utiliser à beaucoup de places, beaucoup plus précocement, ce que la RAMQ permet à l'heure actuelle. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Merci. Je peux peut-être répondre à la première, puis je vais laisser mon collègue répondre à la deuxième question. Le TP53, c'est un gène qu'on connaît depuis très longtemps. Il est impliqué dans plusieurs cancers. C'est ce qu'on appelle un suppresseur de tumeur. Donc, en fait, on a des mutations qui vont activer le cancer, puis on a des mutations, on a des freins au cancer. Puis le TP53, c'est un frein de cancer qui, quand il est muté, ben, le frein n'est pas là, fait que le cancer, il peut avancer. Fait qu'on peut le trouver dans plusieurs cancers, pas juste le cancer de la prostate. Mais c'est pas un gène en cancer de la prostate ou dans d'autres cancers d'ailleurs où est-ce qu'on a réussi à développer des traitements pour aller le cibler. Il y a plusieurs cibles, il y a plusieurs gènes dans les cancers. Il y en a pour qui la recherche a permis de développer des médicaments qui vont être spécifiques à ce gène-là. Mais pour le TP53, il n'y a pas encore de traitement pour ça. Ce que je pourrais dire par contre pour vous rassurer, c'est que de plus en plus dans les dernières années, on a beaucoup de recherches sur la génétique du cancer. Puis il y a vraiment des gènes maintenant qui sont bien reconnus, qu'on trouve d'études en études, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Europe. Puis ces cancers-là qui peuvent être associés avec des mauvais pronostics. Le TP53 fait pas partie de ces panels de gènes qui pour l'instant on vise. Donc, oui, on veut qu'il y ait le moins de mutations possibles ou le moins de gènes qui sont touchés, mais pour l'instant, c'est pas une cible qui est importante pour nous en termes de traitement. Oui, alors pour le P53, on a travaillé là-dessus il y a 30 ans. J'ai 35 ans, j'étais encore en fellowship. C'est pronostic. C'est vrai qu'un P53, le pronostic... Et c'est plus important dans d'autres cancers, dans le cancer de la vessie, entre autres, où on n'a pas le PSA. Alors, ça ne changera pas la façon
qu'on va traiter ou prendre la décision. Parce que tant que le cancer est sous contrôle, qu'on ait un P53 ou pas, changera pas. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être des études qui montrent que si on a cette mutation-là, les chances que le cancer récidive est plus haut. Alors, on va être plus attentif, mais ça changera pas la façon qu'on va traiter à cause de ça, contrairement au BRCA que le docteur Amilou. Pour la deuxième question, le Pluvicto, l'étude qui a montré le plus grande efficacité, hors de tout doute, est post-chimiothérapie. Ce que la RAMQ a accepté et ce que le Canada a accepté et que le monde entier. Il commence à avoir des études de le donner avant la chimiothérapie, mais ce n'est pas encore accepté mondialement parce qu'on n'a pas encore prouvé que ça prolonge la vie de le donner avant la chimio. Mais on est en train de faire des études pour documenter, des études en cours avec le Pluvicto et avec d'autres molécules. Alors oui, mais la recherche doit démontrer avant que tout d'un coup on change la façon qu'on traite le cancer de la prostate. Alors, c'est dans les plans d'essayer de voir où on pourrait placer le Pluvicto et d'autres dans cette même famille de radioligands qu'on appelle, où ce qu'on combine une façon de voir le cancer avec une forme de radiothérapie qui vise spécifiquement ce cancer. Ça plaît beaucoup à l'esprit et c'est quelque chose qu'on travaille fort pour essayer. Il y en a actuellement 6 ou 7 protocoles avec des nouveaux radioligands actuellement. Notre vedette. Merci, Dr. Sam. Ma question est sur la médecine génétique ou la génétique du cancer. Donc, à quel moment on va, quand, mettons, on a la fratrie ou les pères, etc., ont des cancers, à partir de quand vous allez envoyer les patients en médecine génétique? Puis le nouveau traitement, l'olaparib, à partir de quand ça s'applique aux patients? Alors, la génétique du cancer, c'est un peu mon petit dada. Ça fait quelques années qu'on travaille sur ça, puis il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, on peut aller étudier la génétique du cancer sur la prostate elle-même. Donc, quand le patient est opéré, sa prostate est gardée en pathologie dans un petit congélateur. Puis, on peut aller chercher ce morceau-là, l'analyser pour voir s'il y a une mutation dans le gène qui nous intéresse. On parle de BRCA1 puis de BRCA2. Si on ne trouve pas la mutation, l'histoire s'arrête là. Parce que cette mutation, quand elle est présente dès le départ. On ne va pas la voir après. Du moins, c'est ce qu'on sait maintenant en 2025. Si on trouve le cancer au niveau de la prostate du patient, là, on va aller faire un test soit par prise de sang ou ce qu'on appelle un petit swab à l'intérieur de la bouche. Puis là, on va aller voir si la mutation, elle se trouve dans son corps, dans les autres cellules, pas juste seulement dans le cancer. Il y a 50% de chances, quand on la trouve dans le cancer, qu'on la trouve aussi ailleurs. Et si on la trouve ailleurs, c'est là que le patient est envoyé en génétique parce que là, il y a un risque que les enfants ils aient la même mutation ou que les frères et sœurs ils aient la même mutation. Mais si on la trouve pas dans le sang ou quand on fait le petit swab à l'intérieur de la bouche, on n'a pas besoin d'aller faire le dépistage pour cette mutation en particulier. On ne connaît pas tout de la génétique. C'est une science qui avance. C'est un petit pourcentage des cancers de la prostate qui sont génétiques, soit héréditaires ou pas, mais c'est sûr que ça aussi, ça va changer à travers les années. Puis la science a déjà avancé parce que je vous ai parlé qu'on allait chercher la mutation au niveau de la prostate elle-même, mais on peut aussi la chercher par prise de sang. Pour l'instant, c'est fait dans des cadres de protocoles de recherche. Aux États-Unis, ils ont plus de moyens, c'est fait aussi à l'extérieur des protocoles de recherche, mais c'est quelque chose qui va venir. Dans les futures années, seulement par prise de sang, on pourra aller voir la carte génétique du cancer. Malheureusement, le temps passe rapidement. Je vois monsieur avec un micro. Ça sera probablement la dernière question de la soirée. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question concernant à l'étape de diagnostiquer le grade. Est-ce que une scintigraphie osseuse complémente un test PSMA PET-scan ou les deux, un PSMA, si on a le choix entre les deux, est-ce qu'un PSMA PET-scan serait plus révélateur qu'une scintigraphie, par exemple? Alors, la question réponse simple, c'est que ça se complémente pour l'instant, parce qu'il y a des fois le PSMA n'est pas toujours nécessaire. C'est encore assez dispendieux
pas rapidement disponible. Alors, on veut l'utiliser quand ça va changer la façon qu'on va traiter. Alors, si la scintigraphie, le scan nous démontre ce qu'on a besoin de savoir, c'est un ajout intéressant, mais pas essentiel de faire un PSMA. Docteur Lambert parlait de faire du PSMA quand le PSA monte et qu'on veut voir est-ce qu'il y a un endroit qui a du cancer qui pourrait aller viser avec la radiothérapie. Alors, quand on voit rien à la scintigraphie et qu'on se pose encore des questions, mais là, ça peut nous ajouter un élément. Et en radio-oncologie, c'est vraiment là où ça semble avoir la plus grande utilité. Et à l'autre extrême, pour donner du Pluvicto, il faut faire le PSMA pour savoir si c'est approprié pour ce patient-là. Parce que c'est ça qui va nous dire, si le cancer ne s'allume pas avec le PSMA, le Pluvicto ne va pas se rendre au cancer. Alors, c'est un critère essentiel. Puis, je vais peut-être, parce que je me rends compte que je n'ai pas répondu à la deuxième question. Vous me demandiez, l'olaparib, quand est-ce qu'on prend ça? Pour l'instant, ces traitements-là sont vraiment donc pour les patients qui ont des mutations dans les gènes, BRCA. Peut-être qu'il y aura d'autres gènes plus tard qui vont être rajoutés, mais c'est quand le cancer est répandu, est avancé. Donc, ce n'est pas quand le cancer est localisé. Puis, pour l'instant, c'est approuvé seulement quand le cancer a déjà été traité par un type de traitement en particulier. Mais de plus en plus, ces traitements-là, tellement ils ont montré un bénéfice, surtout chez les gens qui ont une mutation BRCA, ils vont être amenés de plus en plus tôt, mais encore lorsque le cancer est à un stade plus avancé. Merci, docteur. Nous sommes malheureusement, on doit mettre fin maintenant à cette 10e édition. On aurait pu, j'imagine, continuer longtemps. Moi-même, j'avais des questions. Donc, j'aimerais chaleureusement remercier nos 3 conférenciers, Dr. Saad, Dr. Lambert, Dr. Moïse. Et si vous me le permettez, quelques mots aussi sur... il y a tellement de gens à remercier, des bénévoles, des gens du CHUM et tout. J'ai une liste ici, j'aimerais quand même prendre le temps de la lire. Sans eux, ça n'aurait pas été possible ce soir. Donc, le CHUM, évidemment, avec son centre de recherche et son service de communication avec une mention spéciale à l'égard de Mme Pierre Chouinard. L'Institut du cancer de Montréal, seule organisation octroyant 100% des dons reçus à la recherche de votre choix. Une mention spéciale à Mme Catherine Terrien et son équipe pour l'organisation des visites de laboratoire. La Fondation Virage pour tous ses services aux personnes atteintes, une mention spéciale envers Mme Lise Petitgros pour son inestimable collaboration. Le service kinésiologie de la Fondation Virage. Parole Onco, Mme Monica Lignescu-Niela. Je vous remercie aussi. Les bénévoles et patients de mon groupe, encore une fois, un gros merci. Mme Turbine et M. Jean-Marc Fioré. Nous saluons aussi, vous avez ici, je vais vous mettre la liste, sans aussi la contribution financière des pharmaceutiques. J'aurais quand même les nommer. Novartis, Astellas, AstraZeneca, Bayer, Thomas, Pfizer, Tercera. Et sans eux non plus, ça n'aurait pas été possible. Donc, un gros merci à tous d'être venus en si grand nombre et on espère, bon, écoutez, santé tout le monde. Hein, voilà. Bonne soirée.